Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo update lecture et cinéma où je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus et des derniers films que j'ai vus au cinéma. Donc une vidéo somme toute assez classique, mais j'ai fait pas mal de lectures intéressantes et j'ai vu des films intéressants, donc je voulais venir vous en parler. Donc j'ai 5 livres à vous présenter et 3 films dont je voudrais vous parler. Je vais diviser la vidéo en chapitres, comme ça s'il y a une section qui vous intéresse moins qu'une autre, vous pouvez la skipper. Voilà, et on va commencer tout de suite avec les livres d'abord. Donc récemment j'ai lu de la littérature américaine et de la littérature chinoise et le premier livre dont je voudrais vous parler c'est Clair Obscur de Nella Larsen qui est une autrice donc américaine. Clair Obscur vous le connaissez peut-être sous son titre anglais Passing et peut-être parce que Netflix en a fait une adaptation assez récemment, l'a adapté en film assez récemment sur sa plateforme. Dans Clair Obscur, on va suivre 2 femmes, Irène et Claire, qui sont 2 femmes noires, mais qui ont la particularité d'avoir la peau suffisamment claire pour pouvoir passer, d'où le titre Passing en anglais. Et le passing, c'est un concept qui désigne le fait de se faire passer pour blanche quand vous êtes noire. Donc Irène et Claire, avec leur peau claire, peuvent, si elles le souhaitent, passer pour blanches et les blancs les prennent donc pour des blanches. Ce qui est une caractéristique qui peut se révéler utile entre guillemets dans le contexte dans lequel les 2 femmes vivent, c'est-à-dire l'Amérique ségrégationniste des années 20. Ces 2 femmes ont pris 2 chemins de vie différents. Irène est restée entre guillemets fidèle à la communauté noire, elle s'est mariée avec un noir, elle a un fils qui est noir aussi, bien évidemment, et elle fait partie d'une association fictive, donc inventée par l'autrice, qui lutte pour les droits des Noirs. Et Claire, au contraire, a décidé de passer, c'est-à-dire d'épouser un blanc qui en plus est raciste, et donc de s'isoler complètement de la communauté noire, en sachant que Irène notamment habite à Harlem et que Claire a grandi là-bas aussi. Les 2 femmes vont se retrouver par hasard, donc quand elles sont plus âgées, donc quand elles sont toutes les 2 mariées, avec des enfants, elles vont renouer des liens et va commencer une obsession assez malsaine entre les 2 femmes. Puisque Irène va devenir peu à peu complètement obsédée par Claire. Elle va être terrifiée à l'idée que Claire rentre dans sa vie et bouleverse sa vie familiale et sa vie en général. Tandis que Claire va utiliser Irène pour essayer de renouer des liens avec la communauté noire parce que malgré sa volonté de passer, malgré le fait qu'elle semble assumer cette décision, elle dit à plusieurs reprises que les Noirs lui manquent, que la communauté noire lui manque. Et elle a l'impression, évidemment, qu'elle ne peut pas être elle-même auprès de son mari puisqu'elle n'a jamais révélé à son mari qu'elle était noire. Son mari croit qu'elle est blanche et elle a donc cette volonté de renouer des liens avec ses racines, avec ses origines. De son côté, Irène entretient une relation assez ambivalente avec Claire. Elle est à la fois jalouse d'elle, envieuse d'une certaine façon, et en même temps elle la méprise énormément. Elle méprise le fait qu'elle se fasse passer pour blanche, elle méprise le fait qu'elle ait renié ses origines, elle méprise le fait qu'elle ait une vie qui est fondée sur le mensonge, qui est fondée sur l'hypocrisie. Mais on voit aussi que la vie d'Irène, qui est une vie qu'elle a choisie, qui est une vie qui est beaucoup plus honnête pour le coup et donc beaucoup plus saine, n'est pas non plus une vie idéale. Claire, c'est un personnage qui est très fascinant, elle est extrêmement charismatique, elle est extrêmement belle, elle est extrêmement sociable, très à l'aise, ce qui est très utile aussi pour vivre une vie de mensonge. Tandis qu'Irène est une femme qui est plus réservée, elle est plus secrète, elle est sûrement moins charismatique aussi. Donc elle va avoir cette double relation d'attirance et de répulsion pour Claire qui va mettre en péril aussi l'équilibre de son mariage. Dans l'ensemble, c'est une nouvelle que j'ai bien aimée. Alors je dis nouvelle, c'est plutôt on va dire un court roman. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que cette notion de passing était traitée avec beaucoup d'ambivalence et on voyait bien que ces 2 femmes, finalement, qui sont noires mais qui peuvent passer pour blanche et donc changer un peu de catégorie sociale, changer de classe sociale, changer de classe raciale aussi, se retrouvent un peu dans un entre-deux dans lequel il n'y a pas vraiment de porte de sortie et dans lequel elles ont du mal à être acceptées d'un côté comme de l'autre pleinement, et donc leur quête de bonheur personnel se retrouve un peu empêchée par ce caractère double de leur identité.
C'est une histoire qui est assez simple mais qui je trouve évite de tomber dans une certaine forme de manichéisme. Ce qui était souhaitable avec un sujet qui justement traite plutôt de l'entre-deux plutôt que du noir, blanc, enfin voilà, on est plus dans la zone grise. Je trouve que la traduction du titre en français, alors elle est judicieuse parce qu'elle montre un petit peu cet entre-deux, ce passage d'une classe à l'autre, même si j'aurais bien aimé que le terme passing soit plus présent parce que c'est vraiment ce qu'il y a au centre de l'analyse de la nouvelle de Nella Larsen. Voilà. Je n'ai pas encore vu l'adaptation sur Netflix, mais je souhaite la voir pour poursuivre ma lecture, même si j'ai l'impression d'avoir vu des avis plutôt mitigés. Mais ce qui a l'air assez intéressant, c'est que le film est en noir et blanc, je crois, ce qui permet de rendre justice à cette notion de passing ou de clair-obscur qui est au centre du texte. Ensuite, j'ai lu un livre d'un auteur contemporain, My Absolute Darling, de Gabriel Talent, qui est un livre qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Ici, on est aux États-Unis, en Californie, et on suit une jeune adolescente qui s'appelle Turtle, qui a 14 ans et qui vit seule avec son père Martin. Sa mère est morte il y a plusieurs années. Elle a une relation qui est extrêmement toxique avec son père, qui est un homme qui vit un peu reculé dans les bois, qui lui apprend très jeune à tirer, qui boit beaucoup, qui est vraiment une sorte de stéréotype un peu poussé à l'extrême de l'américain moyen, on va dire, qui est un borderline complotiste, qui n'a pas du tout confiance dans les institutions. Il est très méfiant de l'école dans laquelle va sa fille, par exemple. Et cette relation toxique n'est pas exempte de violence, que ce soit des violences physiques ou des violences sexuelles. Turtle est une jeune héroïne qui est un peu à l'écart des enfants de son âge parce qu'elle a vécu très isolée avec son père. La seule famille en dehors de son père qu'elle possède, c'est son grand-père, qui est très critique de l'éducation que lui donne son père, mais en même temps, il fait preuve d'une grande faiblesse. Il n'ose pas intervenir dans leur vie de famille, il n'ose pas réprimander son fils, il n'ose pas... On a l'impression qu'il se doute des violences dont Turtle est victime, mais il reste assez volontairement à l'écart. Un jour, Turtle va rencontrer un jeune garçon, un jeune lycéen qui s'appelle Jacob, avec lequel elle va commencer à entretenir une relation, pas une relation amoureuse, vraiment juste une relation amicale. Et ce fameux Jacob va faire preuve d'une grande bienveillance à son égard et essayer de lui montrer qu'il existe une autre voie que celle que son père a, on va dire, a construite, a bâtie pour elle. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est le personnage de Turtle, qui a l'impression, a conscience que quelque chose ne va pas dans la façon dont son père l'élève, dont son père la traite, mais elle n'arrive pas à mettre des mots sur ces choses-là et elle est en même temps très attachée à son père. Elle a notamment une institutrice qui se doute que quelque chose ne va pas à la maison. Elle se doute que son père ne la traite pas correctement. Elle essaye à plusieurs reprises d'engager un dialogue avec Turtle. Elle essaye de lui faire comprendre que quelque chose ne va pas. Elle essaye de lui faire avouer ce qu'il y a de problématique chez son père. Mais Turtle va toujours défendre son père corps et âme. Et tout au long du livre, même si le livre est construit comme un roman d'éducation, donc Turtle va peu à peu s'émanciper de l'autorité destructrice de son père, mais malgré ça, elle conserve toujours une forme d'attachement, une forme d'amour pour son père, et elle ne supporte pas qu'on lui fasse des critiques, elle ne supporte pas qu'on le remette en question, elle veut constamment le défendre, et constamment défendre sa façon de l'éduquer. Donc il y a une ambivalence dans la façon dont la victime voit son bourreau, qui est assez réaliste, je trouve, parce que les victimes, que ce soit des victimes de violence, des victimes de maltraitance, de toute forme, parfois une forme d'attachement pour les personnes qui les maltraitent, notamment quand ces personnes font partie de leur famille. Et malgré le fait que ce soit des personnes, que ce soit des bourreaux, que ce soit des personnes qui leur font du mal, persiste parfois cette pointe d'ambivalence, et ça fait partie aussi de l'emprise que ces gens ont sur leurs victimes, où les victimes n'arrivent pas à totalement les détester et vont parfois jusqu'à les défendre. C'est un livre qui est très violent. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des scènes de description aussi graphiques de violence, donc âme sensible s'abstenir. Si jamais si jamais la violence assez explicite vous rebute et si le sujet est douloureux pour vous. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont le personnage de Turtle était construit, dans la façon dont sa psychologie était analysée, que j'ai trouvé, comme je vous ai dit, très réaliste, très touchante.
Un livre que je vous recommande, c'était vraiment une très bonne lecture. Troisième et dernier livre de littérature américaine, je voudrais vous parler de Breakfast at Tiffany's de Truman Capote, qui est un classique de la littérature américaine du XXe siècle et que je n'avais jamais lu. Comme quoi, il en reste toujours des classiques à découvrir. Donc dans ce recueil, on a Breakfast at Tiffany's, mais on a aussi quelques autres nouvelles que je n'ai pas trouvées particulièrement intéressantes, pour être honnête. Je les ai lues parce que c'était à la suite, donc par curiosité, je les ai lues, mais l'intérêt principal de ce livre, c'était vraiment Breakfast at Tiffany's, dont je n'ai pas vu le film d'ailleurs non plus, qu'il faudrait que je visionne avec Audrey Hepburn. Dans Breakfast at Tiffany's, on suit une jeune femme qui a 19 ans, qui s'appelle Holly Golightly, pour qui le narrateur va commencer à nourrir une certaine obsession. Holly Golightly, c'est une jeune femme qui apprécie la compagnie d'hommes plus âgés qu'elle et qui se fait entretenir par ces hommes, qui se fait vraiment courtiser par des hommes de milieux différents, de conditions différentes, et notamment par des mafieux, par des trafiquants de drogue, par des hommes qu'on va qualifier de dangereux. Donc c'est vraiment l'histoire de cette jeune femme assez mondaine qui attire toute l'attention de la ville de New York. Elle fait souvent la une des journaux. Elle est traitée vraiment comme une starlette, comme une femme du monde qui est admirée et mise au centre de tous ces hommes. Ce qui est assez intéressant dans ce livre, c'est donc ce personnage d'Holly, qui est une femme, mais aussi une jeune fille. C'est-à-dire que elle a des manières qui sont très mondaines, qui sont très exagérées, qui sont toujours dans l'action, elle aime beaucoup se mettre au centre, être au centre de l'attention, donc elle va en jouer. Elle a des manières un peu excessives, elle appelle tout le monde chérie, elle parle un peu en français aussi. Voilà, c'est vraiment une femme mondaine dans toute sa splendeur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une histoire assez complexe, qui a été mariée très jeune. On comprend un peu de force, et qui a essayé d'échapper à cette vie-là. C'est quelqu'un qui adore l'attention, mais en même temps qui est assez fragile, dont la beauté, dont le mystère qui l'entoure est utilisé par les hommes de son entourage contre son gré parfois. C'est vraiment un personnage féminin assez intéressant. Et j'ai trouvé qu'on voyait dans le texte de Truman Capote quand même une critique de la façon dont elle était manipulée, utilisée, voire objectifiée par ces hommes, au point que son libre arbitre se retrouve complètement aliéné par le regard des autres et par la manipulation d'autrui. Dans l'ensemble, c'était une bonne lecture. J'ai trouvé que c'était assez agréable à lire. Le personnage d'Holly était vraiment complexe et beaucoup plus intéressant que ce que j'aurais soupçonné au premier abord. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine lucidité dans l'écriture de Truman Capote, qui ne faisait pas que nous présenter cette jeune courtisane désirée, qui serait présentée comme une sorte de femme fatale qui fait tomber tous les hommes sous son charme et qui les manipule. On sent bien que la manipulation, elle est des deux côtés, et que cette femme est aussi une victime finalement du regard que les hommes portent sur elle. Je passe à 2 livres de littérature chinoise. La littérature chinoise, c'est une littérature que j'ai découverte il y a quelques années et que j'apprécie beaucoup, et j'essaye d'en lire régulièrement pour continuer à explorer ce pays littéraire. Et j'ai lu notamment Sur le balcon de Ren Xiaowen, qui est une autrice chinoise contemporaine, je crois. Sur le balcon, c'est une sorte de novella, donc c'est une longue nouvelle / court roman, comme vous voudrez, qui fait une centaine de pages à peu près. Ici, on se situe à Shanghai, un quartier dans lequel les expropriations sont coutumières durant cette période. Et le père du héros va notamment être expulsé de son appartement dans lequel une famille va s'installer. Donc ces expropriations étaient assez courantes de ce que j'ai cru comprendre en Chine, et étaient notamment planifiées par le gouvernement. Le père du héros, dont j'ai oublié le nom, est donc exproprié de son appartement et va terminer sa vie dans l'alcoolisme, dans la dépression. Cette expropriation va vraiment ruiner la famille et fortement affecter leurs conditions de vie. Le fils va grandir et il va revenir sur les lieux de l'expropriation pour espionner la famille qui a remplacé son père. Va s'en suivre une sorte d'obsession, de poursuite, de filature, presque comme un roman de détective, dans lequel le héros va vraiment stalker cette famille, et notamment la fille du nouveau propriétaire,
qu'il va suivre dans la rue, il va développer une sorte d'obsession pour elle assez malsaine. En fait, le fils tient cette famille pour responsable de la mort de son père et pour responsable de tous les malheurs que la famille a subis. Et il va essayer de se venger en intervenant dans leur vie, en s'immisçant peu à peu dans leur quotidien. C'est vraiment un roman du ressentiment et de la rancune. Il n'y a pas vraiment de vengeance, on va dire, de vengeance épique, une sorte de vengeance à laquelle on pourrait adhérer en tant que lecteur et avec laquelle on serait complètement porté. C'est vraiment une vengeance qui est fondée sur le pathétique, sur la rancune, sur l'obsession malsaine. C'est pas une nouvelle dans laquelle il se passe grand chose, mais c'est vraiment un jeu d'observation, un jeu de description qui permet aussi une critique de la part de l'autrice de cette société de rapaces, où on prive les plus pauvres de leurs propriétés, où on détruit la vie des gens de façon complètement arbitraire, sans leur proposer d'indemnité. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais sans plus, je dirais. Voilà, c'était une bonne lecture, mais j'aurais peut-être aimé justement, moi qui aime beaucoup les histoires de vengeance, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose d'un peu plus épique, d'un peu plus porteur dans la façon dont la vendetta du personnage principal est décrite. Mais j'imagine que c'était pas le but de l'autrice, qui est vraiment dans une dynamique réaliste et critique sociale, et donc pas dans un registre plus épique. Mais voilà, c'est un livre qui m'aurait davantage porté, je pense, s'il avait été un peu plus long et si les motivations du personnage principal avaient été davantage développées. Enfin, je vous parle de Rivière d'automne de Yu Da-fu, qui est un livre que j'avais eu énormément de mal à trouver parce qu'il était quasiment plus réédité, mais je crois qu'il a été réédité il y a quelques mois aux éditions Piquier, donc je vous conseille vraiment de vous procurer ce livre si vous ne l'avez pas, parce que ça a été vraiment une excellente lecture. Ici, on se situe dans les années 30 en Chine, dans un moment de perturbation politique où les agitations font rage, les révolutions, les émeutes, où l'empire chinois est remis en question et où les nationalistes et les communistes se mènent une lutte sans merci. Donc dans ce livre, il y a 3 nouvelles, et la nouvelle dont je voudrais vous parler en particulier est la nouvelle qui prend quasiment l'intégralité du livre et qui s'intitule Une femme sans volonté. Rivière d'automne, c'est le nom de la dernière nouvelle, mais la nouvelle qui prend vraiment toute la place, qui est quasiment un roman en fait, c'est Une femme sans volonté, dans laquelle on va suivre une jeune étudiante qui est initiée par une de ses camarades de classe au plaisir saphique et au plaisir charnel de manière générale. Elle va entretenir une relation avec cette jeune femme qui est bisexuelle et qui a des caractéristiques sadiques, dominatrices, et qui va initier cette jeune naïve, on va dire, au plaisir de la chair. Jeune fille qu'elle va ensuite quitter, et cette jeune héroïne va donc commencer une vie de débauche dans laquelle elle va être entretenue par plusieurs hommes, notamment ses deux professeurs du collège, et ensuite par un homme qui va être un homme qui est un homme assez médiocre, assez moyen, avec lequel elle va finir sa vie, mais avec lequel elle va entretenir une vie assez misérable, qui est fondée sur la maladie, sur la misère, sur la médiocrité finalement. En parallèle de la vie de cette jeune fille, on va suivre les révolutions et les émeutes progressives qui prennent place en Chine à cette époque, à travers à travers un troisième personnage qui est une camarade avec laquelle elle avait lié des liens d'amitié quand elle était à la fac, et qu'elle a peu à peu délaissé pour cette relation avec cette autre femme. Cette autre camarade, cette troisième camarade qu'elle va délaisser, suit un chemin très différent. Elle va devenir ouvrière et elle va participer aux luttes communistes dans le pays. À travers ces 2 destins, l'auteur représente 2 voies qu'aurait pu suivre le personnage principal. D'un côté, la voie de l'engagement politique, la voie de la stabilité, de la sagesse intellectuelle peut-être, et de l'autre côté, la voie de la débauche, la voie du plaisir démesuré, et finalement la voie qui conduit à la misère, à la mort. Donc c'est intéressant de voir ces 2 perspectives et de voir que le personnage principal est en fait une femme sans volonté, qui est le nom de la nouvelle, une femme qui n'a pas de personnalité en fait, qui n'a pas de caractère, qui n'a pas de conviction, qui n'a pas d'affirmation, que ce soit politique, que ce soit personnel, que ce soit artistique, sexuel. C'est une femme vide, une femme qui n'a
qui n'a rien, qui est une sorte de toile blanche sur laquelle les différents personnages vont peindre peu à peu leur propre mérite, leurs propres convictions. Et j'ai trouvé que c'était un texte qui critiquait fortement cette absence de volonté, cette absence de conviction, cette absence de détermination, ce refus de faire des choix et de choisir soi-même sa propre destinée, sa propre vie. Les personnages qui sont plus affirmés, comme cette camarade de classe qui choisit l'engagement politique, qui choisit de sacrifier sa vie pour une cause plus noble, finalement un personnage qui va connaître le bonheur, qui va connaître l'épanouissement personnel et dont la vie va trouver un sens dans cet engagement politique. Le personnage principal, elle, c'est vraiment quelqu'un qui n'a aucune conviction et c'est cette médiocrité qui va conduire finalement à sa perte et à un destin tragique. C'est un livre qui a été censuré, je crois, quand il est sorti en Chine, et je comprends pourquoi. Alors, notamment parce qu'il y a des scènes explicites de lesbianisme, mais aussi parce que on note aussi un engagement contre la tradition et pour la modernité qui, je pense, à l'époque n'a pas dû plaire, et un engagement aussi pour les bouleversements politiques qui ont lieu en Chine à l'époque. C'était vraiment une très très bonne lecture, je vous la conseille vraiment. Les 2 dernières nouvelles sont aussi intéressantes, je les ai trouvées moins captivantes que la première, mais ce sont aussi des nouvelles qui sont dans la même veine, c'est-à-dire dans la transgression et dans le refus des valeurs traditionnelles chinoises. Voilà, donc je vous conseille également ce livre. On va finalement passer aux films. Donc j'ai vu 3 films au cinéma ces dernières semaines, un film américain et 2 films français. Donc le premier film dont je voudrais vous parler, c'est Tar de Todd Field avec Cate Blanchett. Je sais pas si le film est toujours au cinéma parce qu'il est sorti il y a maintenant 3 mois je crois. Mais si vous avez l'occasion d'aller le voir, je vous le conseille. C'est un film dans lequel on va suivre une chef d'orchestre qui s'appelle Lydia Tarr, qui va devoir jouer bientôt la partition de sa vie qui est la 5e symphonie de Mahler au théâtre, au conservatoire de Berlin je crois. Lydia Tarr, c'est une femme qui a réussi à s'affirmer dans un milieu d'hommes, puisque le milieu de la musique classique, c'est un milieu extrêmement masculin. Et tout au début, du film est vraiment mis en avant son parcours de femme au sein d'un milieu d'hommes. C'est aussi une femme qui est lesbienne, donc qui a vécu des discriminations par rapport à son orientation sexuelle. Au début, Lydia Tarr est vraiment présentée comme une femme qui a réussi, une sorte de girl boss, si vous voulez, qui a réussi à s'affranchir des stéréotypes, qui a réussi à émerger dans un milieu dans lequel elle n'était pas censée réussir à émerger. Et puis, au fur et à mesure du film, cette image d'icône est peu à peu détruite. Parce qu'on apprend que Lydia Tarr aurait eu des relations sexuelles non consenties avec des jeunes étudiantes. On apprend aussi que c'est quelqu'un qui aime humilier les autres, qui a un caractère presque sociopathe et qui utilisait son attirance pour des jeunes filles pour leur promettre des promotions et pour évincer des femmes qui sont plus âgées, donc qui ne conviennent pas à son attirance pour ces jeunes femmes. J'ai beaucoup aimé que ce personnage soit très ambivalent et nuancé, c'est-à-dire que Lydia Tarr, c'est pas simplement un tyran détestable, violente, presque psychopathe, sociopathe, c'est aussi quelqu'un qu'on a envie d'admirer et qui arrive à donner au public une image d'elle très respectable, très charismatique. Enfin, c'est quelqu'un c'est un personnage, c'est une femme qui est très drôle, qui a beaucoup de répartie, qui a beaucoup de volonté, qui a beaucoup de charisme. Donc on a envie de croire en elle, on a envie d'adhérer à son parcours et on a envie de l'admirer. Et puis finalement, peu à peu, le film détruit cette idole, mais sans nous retirer cette admiration qu'on avait au début pour elle. J'ai trouvé que c'était un film qui traitait de sujets très actuels, comme la façon dont on appréhende maintenant ces célébrités qu'on admire à la fois et en même temps qu'on a du mal à séparer de leur propre personnalité. Pour beaucoup de personnalités, on a appris ces dernières années qu'elles avaient eu des comportements sexuels inappropriés, qu'elles avaient été l'auteur ou l'autrice de violences. C'est vraiment un film qui nous montre le regard ambivalent qu'on peut avoir envers ces célébrités. C'est aussi assez triste de voir la déchéance de Lydia parce que
On avait envie de croire en Lydia, on avait envie de croire en cette femme qui avait réussi dans ce monde d'hommes, qui avait réussi à se faire une place, qui avait réussi à se faire un nom et qui avait réussi à être respectée pour ce qu'elle était. On avait vraiment envie d'y croire et finalement le film ne nous laisse pas vraiment le temps d'avoir des illusions. Je trouve aussi que c'est un film qui nous appelle à nous méfier de ces personnages de girl boss qui ont tendance à être mises en avant dans notre société actuelle. Voilà, ces femmes qui ont réussi dans un milieu d'hommes et on se rend compte que la réussite quand on est une femme, c'est pas forcément de vouloir se faire une place dans un monde d'hommes et de devenir comme ces hommes finalement qui nous utilisent pour leur propre réussite et qui utilisent leur pouvoir pour commettre des actes qui ne sont pas acceptables. Donc c'est un appel aussi à la vigilance, j'ai trouvé. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce film qui est filmé dans une ambiance très sombre, très grise et qui est presque traité comme un documentaire par certains moments, ce que j'ai trouvé assez intéressant, et qui est filmé comme un biopic, même si ce n'est pas vraiment, enfin ce n'est pas un biopic, c'est un film de fiction. Ensuite j'ai vu un film beaucoup plus léger qui s'appelle Mon Crime, qui est un film de... J'ai oublié son nom, je suis désolée, il est assez connu en plus, le réalisateur, je vous le mettrai dans la description. Qui est un film qui se déroule à Paris dans les années 30 je crois, et dans lequel on suit une jeune actrice qui s'appelle Mathilde, qui a des ambitions dans le cinéma mais qui n'est pas récompensée par ses efforts. Elle a un rendez-vous avec un producteur qui lui fait des avances, qui en gros lui promet une place dans un film si elle accepte de coucher avec lui. Mathilde va refuser ses avances et le problème c'est que le producteur en question est retrouvé mort quelques minutes après que Mathilde est partie de son appartement. Je me rends compte que je l'appelle Mathilde depuis le début, mais en fait elle s'appelle Madeleine je crois, toutes mes excuses. Madeleine est alors traduite en justice et elle est reconnue coupable, même si elle ne l'a pas commis. Madeleine vit avec une jeune avocate qui va la défendre lors du procès et les deux femmes décident en fait d'utiliser cet événement à leur avantage. C'est-à-dire que Madeleine va avouer qu'elle a vraiment tué cet homme et elle va devenir une sorte d'icône parce que les gens vont être complètement fascinés par le procès de son crime, ils vont être fascinés par le fait qu'elle ait tué cet homme beaucoup plus âgé. Et Madeleine va transformer ce crime en une sorte de geste de symbole féministe et appeler à tuer ces hommes qui essayent de profiter de jeunes femmes pour obtenir des faveurs sexuelles. Et la carrière de Madeleine décolle littéralement après ce procès puisqu'elle est acquittée. Elle va obtenir des rôles dans plein de films, de scènes, de pièces de théâtre. Elle va devenir la coqueluche des médias. Des femmes vont la prendre pour modèle. Donc elle va devenir une forme d'emblème féministe jusqu'au jour où la véritable coupable du crime se manifeste. C'est un film qui était assez rafraîchissant, alors c'est une comédie évidemment, mais qui possède quand même un message assez intéressant. Comment les femmes peuvent se défendre face à des crimes qui restent globalement impunis par la justice, incompris par le monde des médias, par la société en général. Comment on se défend contre des agresseurs sexuels, contre des violeurs. Est-ce qu'on doit vraiment condamner finalement une femme qui tue son violeur, son agresseur en tant que légitime défense? C'est aussi un film qui traite des travers de la justice avec un personnage de juge qui est assez comique et tourné en dérision, qui se débarrasse un petit peu des dossiers sur des preuves un peu fallacieuses. Mais c'est une critique surtout de la justice qui peine à protéger les femmes. Donc les femmes doivent en quelque sorte faire justice elles-mêmes. Donc je pense pas que le film présente des solutions qui sont forcément souhaitables, mais ça amène à réfléchir quand même sur la façon dont les femmes victimes de violences sont protégées. Même si le film est transposé dans les années 30, on peut clairement y voir une critique du système judiciaire actuel. Donc c'était un film très divertissant, assez drôle, bien filmé, bien joué aussi, voilà, donc je vous le conseille, je crois qu'il est encore au cinéma. Et le dernier film dont je voudrais vous parler, c'est Les Trois Mousquetaires de... Encore une fois, j'ai oublié le nom du réalisateur, je suis très nulle pour retenir les noms des réalisateurs, mais c'est un film avec un casting de haut de gamme, on va dire, avec François Civil, Vincent Cassel, Eva Green. Et c'est donc une adaptation des Trois Mousquetaires de Dumas. Alors c'est une adaptation qui est assez libre quand même.
L'histoire principale est la même, c'est-à-dire que les mousquetaires doivent retrouver les ferrets de la reine qu'elle a confiés au duc de Buckingham pour lui éviter un déshonneur public. Et on a cette rivalité entre les mousquetaires et les gardes du cardinal. Mais il y a des libertés qui ont été prises, notamment dans l'histoire entre Athos et Milady. Si je me rappelle bien, l'histoire n'est pas exactement la même dans les livres. Il y a une certaine liberté qui est prise aussi. Enfin voilà, Athos est accusé de meurtre, ce qui n'est pas le cas dans les livres. Enfin bon, il y a des éléments qui ont été rajoutés, mais bon, je les ai pas trouvés dérangeants. Puis je suis pas contre une adaptation un peu libre des livres aussi. Enfin le but c'est pas, enfin je pense pas que le but ce soit forcément de suivre à la lettre un livre, mais aussi de l'adapter dans un contexte plus moderne ou tout simplement enfin voilà, de tirer des interprétations libres d'un texte littéraire. Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien dans l'ensemble. J'ai toujours un peu de mal avec le cinéma français parce que parfois j'ai du mal avec le jeu des acteurs. Ici j'ai trouvé que c'était vraiment très juste. D'Artagnan notamment est très bien joué, Milady aussi. J'ai trouvé simplement, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que l'amitié entre les mousquetaires passe un peu au second plan. Athos est peu présent lors de la première partie du film et Porthos et Aramis disparaissent un peu lors de la seconde. J'ai trouvé que c'était un peu dommage. Pour moi, la force de ce livre, c'est les liens qui unissent les mousquetaires. Et là, c'est vraiment D'Artagnan qui est mis au centre. Les trois autres sont plus secondaires, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un peu dommage. J'ai trouvé aussi que l'intrigue à la fin est un peu résolue rapidement. Mais le début est vraiment, la première partie est vraiment très engagée. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de... les scènes d'action sont bien filmées, voilà. Donc c'est un film assez agréable à voir. Donc si vous avez aimé Les Trois Mousquetaires de Dumas, je vous conseille ce film. Et c'est un film qui aura une suite parce qu'il se termine en cliffhanger, voilà. Donc c'était du bon divertissement et j'ai adoré le personnage de Louis XIII. Je trouvais qu'il était très bien joué. C'était très juste en roi assez faible qui a finalement pas du tout envie d'être roi. Voilà, donc c'est un film que je vous conseille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains livres dont je vous ai parlé et que vous avez vu aussi ces films au cinéma. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.